Donc bonjour à tous, bienvenue pour ce dernier épisode du Coin Recherche saison 1 sur la retrouvabilité de Jordan de certaines sous-catégories de modules pour des algèbres aimables. Donc je vous ai pour ainsi dire maintenant tout présenté concernant l'ensemble de mes recherches, sauf les résultats que je vais énoncer à travers cette présentation qui sera sous la forme d'un séminaire, un peu comme je l'aurais fait lors d'un séminaire. Donc là justement je vais prendre les diaporamas du séminaire que j'ai donné à Amiens. Et puis, si vous avez d'autres questions qui vous viennent à la suite de l'exposé et de l'ensemble des choses que je vais vous rappeler, en fait, quelque part, puisque finalement, si vous avez suivi l'ensemble des points de recherche, vous allez voir que tout ce que je vais vous présenter, pour ainsi dire, sauf la fin, va se référer directement à ce que je vous ai présenté tout au long des épisodes de Coin Recherche. Et pour ceux qui ont suivi du début à la fin, ils seront pas perdus du tout, au contraire, ils sont vraiment à l'aise. Et ceux qui ont peut-être eu un peu de difficulté à suivre pourront raccrocher un peu le train au fur et à mesure de l'avancée de la présentation. Donc même si quelqu'un veut suivre cette présentation sans avoir regardé les différentes vidéos précédentes, il peut très bien le faire. La seule différence, c'est que dans les vidéos précédentes, je rentrais beaucoup plus dans les détails. Là, ici, je ne veux pas rentrer dans les détails pour une question de temps et pour une question de fluidité aussi dans mes explications. Ok, donc cette présentation va durer normalement 1 heure. Peut-être ça débordera un peu, c'est possible, parce que là je suis pas vraiment dans un cadre de séminaire, hein, comme là par exemple je suis en train déjà de vous parler un petit peu avant et de vous mettre en condition. Mais voilà, sachez que la plupart des présentations en séminaire ressembleront à ça. Peut-être seront faits sur un tableau directement et pas avec des diaporamas comme là je vais faire. Et puis voilà, on est parti. Je vais maintenant vous présenter les diaporamas. Donc voilà. Donc oui, c'est un travail de ma thèse encadré par Luc Thomas. Et puis il y a quelques motivations qui se trouvent derrière ces notions de retrouvabilité de Jordan, etc. que je ne vais pas exposer vraiment ici. Je vais peut-être en parler à la toute fin, mais à savoir qu'il y a quand même quelques motivations derrière ces notions-là que je n'ai pas vraiment beaucoup donné en fait dans l'ensemble de mes exposés, parce que si je devais vous motiver tout ça, il me faudrait encore des heures et des heures d'explications, je pense. Donc voilà, je préférais vraiment me focaliser sur l'essentiel, et c'est exactement ce que je vais faire aussi pour cet exposé. Donc d'abord le plan pour aujourd'hui. Donc je vais vous rappeler ou reparler en tout cas, parler ou reparler des algèbres aimables, parler ou reparler des représentations de modules sur une algèbre aimable. Je vais vous parler ou reparler, puisque encore une fois tout dépend si vous avez suivi les épisodes précédents ou pas, des représentations de cordes, des représentations de bandes et de l'ensemble des représentations indécomposables d'une représentation, d'un carquois, pardon, à relation aimable. Puis on parlera un peu des structures de morphisme entre les représentations. Et on rentrera ensuite dans le vif du sujet, la retrouvabilité de Jordan d'une catégorie, puis la retrouvabilité canonique de Jordan. Et on parlera de la classe de sous-catégories intéressantes. Donc là, vous voyez que la structure vraiment appelle à tous les épisodes que je vous ai fait concernant le point recherche. Et puis là, à la toute fin, je vais me permettre de parler des résultats principaux, donc des résultats que j'ai obtenus au long de ma thèse, là, pour l'instant en tout cas, sur ces 2 premières années. Il me reste encore 2 ans à faire. Donc je vais parler des résultats principaux et puis quelques questions qu'on pourrait se poser pour aller plus loin. Donc attention, il va peut-être apparaître des termes ou des écritures, des choses que je n'ai peut-être pas introduites. Je pense pas, parce que normalement j'ai dû faire très attention à introduire tout ce qu'il fallait. Mais normalement vous ne devriez pas avoir beaucoup de difficultés à suivre ce que je vais exposer si vous avez suivi quelques-uns des épisodes de Coin Recherche. Donc je commence par les algèbres aimables, et pour parler des algèbres aimables, il faut que je vous parle de carquois. Donc les carquois, si vous avez bien compris le tout premier épisode sur cette saison, eh bien un carquois c'est vraiment un graphe orienté, et le graphe orienté on peut le retenir comme un quadruplé où vous avez un ensemble de sommets, un ensemble de flèches, et puis vous avez également 2 fonctions qui permettent d'associer à une flèche sa source et son but. Ok, donc voilà, c'est une façon d'encoder un graphe, ok.
Ensuite, sur les graphes, donc bien sûr, je vais réécrire les hypothèses que j'ai données tout au long. Donc, l'hypothèse que le carquois est fini, que le nombre de sommets et le nombre de flèches est fini, et de plus que le carquois est connexe, et aussi le fait que je travaille avec un corps algébriquement clos, mais comme je vous l'ai dit tout au long de mes précédents épisodes, vous pouvez prendre K comme étant l'ensemble des nombres complexes, ça sera très bien. Donc un petit exemple, voilà un carquois, et puis je vous propose de faire le tour de tous les chemins que vous pouvez faire sur ce carquois, et ensuite d'en générer l'algèbre des chemins. Donc l'algèbre des chemins, pareil, si vous avez bien suivi les épisodes précédents, il s'agit en fait de l'espace vectoriel engendré par tous les chemins que nous pouvons faire du carquois. Donc là voilà tous les chemins que nous pouvons faire dans ce carquois. Donc cela donne une base en un certain sens, une base, en fait c'est pas vraiment en un certain sens, c'est vraiment une base, puisqu'on génère l'espace vectoriel à l'aide de ça, donc on se donne ça comme base de l'espace vectoriel, et pour avoir vraiment une algèbre, il faut munir ça d'une multiplication, et ici la multiplication c'est la concaténation des chemins, quand cela est possible, sinon c'est 0. Donc voilà comment on se construit l'algèbre des chemins. Puis ensuite, l'algèbre aimable, eh bien, je vous avais expliqué que c'était un quotient par un certain idéal. Et cet idéal est donné par des chemins de longueur 2 avec certaines conditions. Donc là, les chemins de longueur 2, je les ai mis en pointillés, ceux que je vais considérer dans l'idéal. Donc voilà, mon idéal ici est engendré par ces chemins-là, c'est G, ED, etc. Et puis je refais le tour, donc je vais prendre l'algèbre des chemins et je vais quotienter par cet idéal. Donc ce qui va se passer, c'est que je reprends le même algèbre de chemin, sauf que cette fois-ci, tous les chemins qui ont un facteur qui appartient à l'idéal, ou en fait de manière générale tous les chemins qui seront dans l'idéal vont valoir 0, donc vont disparaître dans mon algèbre aimable. Donc au passage, petit vocabulaire que je rappelle ou que je redonne, on dira qu'un idéal est admissible si et seulement si l'idéal est compris dans l'ensemble des chemins de longueur 2 et contient l'ensemble des chemins de longueur d'une longueur donnée, donc d'une longueur plus grande que 2 donnée. Donc en un certain sens, c'est pour vous dire que quand on va quotienter par l'idéal, il faut que l'algèbre au final soit de dimension finie. En fait, le fait d'être admissible, c'est une certaine condition là-dessus. Avec en plus de ça, on impose de prendre des chemins de longueur au moins 2. Mais ici, on va pas s'embêter, les algèbres aimables, on va prendre des chemins vraiment de longueur 2 qui engendrent l'idéal. Donc rappel également, pareil, si c'est la première fois que vous voyez, je vous conseille vraiment de voir les épisodes précédents si besoin d'avoir plus de précision là-dessus. Donc une algèbre aimable, c'est une algèbre quotient de l'algèbre des chemins par un certain idéal, avec des conditions. Le carquois, tout d'abord, il y a des conditions sur le carquois, il faut qu'en chaque sommet, il y ait au plus 2 flèches entrantes, 2 flèches sortantes. Et de plus, l'idéal doit être un idéal admissible engendré par des chemins de longueur 2 qui vérifient certaines conditions étant donné une flèche alpha. Et toutes ces conditions que j'écris là peuvent se retenir à l'aide du dessin plus bas. Donc vous voyez que pour la flèche alpha, vous avez au plus une flèche gamma prime qui n'est pas en relation, sortant du but de alpha. Vous avez aussi au plus une flèche sortante du but de alpha et en relation. Et dualement, vous avez le même genre de truc pour les flèches entrantes à la source de alpha. Ok, par abus, je vais parler de carquois aimable. Normalement, je devrais dire carquois à relation aimable, mais je pense que pour ceux qui ont suivi les coins recherche, vous ne devriez pas être trop surpris. Ok. Bon, alors, étape suivante, les représentations et modules sur une algèbre aimable. Donc là, ça réfère un peu au deuxième ou troisième épisode deuxième et troisième épisode, voire peut-être quatrième épisode du point recherche. Donc d'abord, les représentations. Qu'est-ce que c'est une représentation? Encore une fois, je rappelle que je prends un corps et un carquois aimable. Voilà un carquois et voilà une représentation. Donc une représentation, c'est juste prendre un espace vectoriel en chaque sommet, un K espace vectoriel de dimension finie en chaque sommet, une application linéaire pour chaque flèche, donc entre les espaces vectoriels pour chaque sommet correspondant à la flèche. Et de plus, on demande que si une composition de flèches est dans l'idéal, alors il faut que la composition de morphisme donne 0. Ok, donc c'est exactement ce qui se passe pour cet exemple. On pourra noter le vecteur dimension, donc qui va être la donnée en un uplet ou un vecteur si vous préférez, un vecteur de dimension en fait qui va enregistrer la dimension des espaces vectoriels qui sont en jeu
pour chacun des sommets ici présents. Donc les morphismes entre des représentations, c'est quoi? Encore une fois, voilà un carquois, le même carquois que juste précédemment. Voilà deux représentations, on peut vérifier que ça marche. Et voilà ce qu'est un morphisme entre les représentations. Donc un morphisme entre des représentations, vous voyez qu'on se donne une collection de flèches entre chaque sommet du carquois. Donc pour le même sommet du carquois, on regarde la représentation, l'espace vectoriel de la représentation du haut, on regarde l'espace vectoriel pour la représentation du bas, et on fait un morphisme entre les deux, et de plus on doit respecter des carrés commutatifs, donc c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous voyez un carré, si vous suivez les flèches dans un sens, vous devez obtenir le même résultat si vous suivez les flèches dans l'autre sens. Ok, donc c'est vraiment comme ça qu'on définit des représentations d'un carquois aimable. Donc voilà, on peut retenir ce carré commutatif suivant. Et puis quelques petits points de vocabulaire. On parlera d'isomorphisme si chacun des ficus est un isomorphisme, ou autrement dit, ça veut dire qu'il existe une réciproque. On dira que deux représentations sont isomorphes s'il existe un isomorphisme entre les deux. Et on dira qu'un endomorphisme de x vers x est nilpotent si chacun des ficus est nilpotent, ou aussi ça veut dire que phi lui-même, si on compose un certain nombre de fois, ça donne 0. Donc voilà. Ok. Alors maintenant le lien, rappel ou pas du lien entre représentation et module, pour ceux qui ne connaissent, qui n'ont pas vu les épisodes précédents, ou voilà. Donc le lien est le suivant, voilà une représentation, et une représentation, si je prends une base adaptée à une décomposition, donc là je n'ai pas parlé encore de décomposition en indécomposable, mais on peut décomposer suivant les images, donc suivant l'image de xa, pardon, et le noyau de xb, et puis quelque chose qui n'est atteignable ni par l'un des morphismes ni par l'autre. Donc on peut réussir à décomposer d'une certaine manière la représentation à l'aide d'une base bien adaptée au sommet 3, et ainsi de suite aussi pour les bases au sommet 1 et au sommet 3. Et une fois qu'on a fait la décomposition, en fait le module associé, vous prenez les variables correspondant aux bases, enfin à chaque base que vous avez obtenue pour chaque sommet. Et puis ensuite, l'action, c'est exactement appliquer les morphismes, d'accord? Donc si vous faites E1, on ne bouge pas. Si vous faites A à X, ça veut dire que vous appliquez XA à petit x, et donc vous obtenez Y1, et c'est la même chose pour ensuite les autres variables. Donc si vous appliquez B à Y3, c'est la même chose que appliquer YB, XB, le morphisme XB à Y3, et l'image de Y3 par XB, c'est Z. Ok? Et ainsi de suite, voilà, donc on obtient ces résultats-là. Et donc voilà, en effet, ce que je vous ai présenté très rapidement, c'est en fait en quelque sorte l'équivalence de catégories. C'est pas en quelque sorte, il existe bien une équivalence de catégories entre les représentations de carquois aimables, et en fait même c'est un résultat plus général pour des types de carquois à relation. Donc il existe une équivalence de catégories entre les représentations d'un carquois et les modules sur l'algèbre des chemins, ou l'algèbre aimable, suivant si on voit ça en termes de quotient, etc. Donc voilà. Donc à chaque fois que je parle d'une représentation, c'est la même chose qu'un module sur l'algèbre. Donc vraiment, on peut vraiment faire le lien entre les deux. Et le lien, je l'ai expliqué très rapidement à l'aide des slides précédentes. Ok, alors somme directe, donc comme avec les modules ou comme avec les espaces vectoriels, on peut faire des sommes directes entre les représentations. Donc voilà 3 représentations. Et je veux faire la somme directe, donc faire la somme directe entre ces représentations, ça revient à faire la somme directe des espaces vectoriels en chaque sommet. Et cette fois-ci, les espaces vectoriels, je rappelle que les sommes directes, je les considère comme des copies. Donc ça veut dire que chaque copie de K est distincte sont distinctes les unes des autres. D'accord? Et puis je fais aussi une espèce de somme directe sur les morphismes. Donc voilà comment j'obtiens ma somme directe. Plus proprement, la définition est la suivante. Donc quand je veux faire une somme directe, je fais comme cela. Somme directe des espaces vectoriels et la somme directe des morphismes. Donc on l'obtient comme ça en faisant vous faites une espèce de diagonale en bloc des deux morphismes qui étaient présents à la flèche alpha, et vous obtenez le morphisme pour la somme directe. De plus, il y a également la notion d'indécomposable. Donc une représentation non nulle est dite indécomposable s'il est impossible de l'écrire comme somme directe de deux représentations. Donc c'est-à-dire que si vous cherchez à l'écrire comme somme directe, eh bien ça veut dire que la représentation va être isomorphe à l'un des deux facteurs de la somme directe. Donc là notamment les 3 représentations avec lesquelles j'ai démarré pour faire ma somme directe sont indécomposables, et on peut le vérifier assez facilement. Encore une fois, je vous invite à revoir les épisodes précédents si certaines choses vous paraissent un peu compliquées.
et si vous voulez avoir un peu plus de détails. Bon, alors maintenant je vais rentrer dans la combinatoire des cordes et des bandes. Donc c'est quoi une corde? Une corde, c'est une espèce de marche, pour cet exposé on peut le retenir comme une espèce de marche dans le carquois où vous êtes autorisé à suivre des flèches dans le sens inverse. Donc là voilà, si vous suivez les flèches en gras dans ce carquois que je vous présente ici, eh bien vous obtenez ce qu'on appelle une corde, d'accord? Donc pour une corde, il va y avoir quelques petites restrictions comme on n'a pas le droit de suivre une flèche puis de suivre son inverse, donc par exemple de suivre C inverse puis re-suivre C dans le bon sens, ça c'est interdit à la suite. Et puis également vous remarquerez qu'à aucun moment je passe à travers des relations, donc ça aussi c'est une condition pour avoir une corde. Donc voilà, alors remarquez que cette corde je pourrais la lire dans deux sens différents, mais en fait on va identifier les deux sens les deux sens de lecture qu'on aurait pu avoir pour la corde, donc ça veut dire qu'on va identifier ρ avec ρ-1. Et vous verrez un petit peu plus loin pourquoi, pour ceux qui n'avaient pas vu encore une fois les épisodes associés. Donc voilà. Donc cet objet est une corde, et voilà la définition propre de ce qu'est une corde. Vous n'êtes pas obligé de la retenir, cette définition propre d'une corde. J'en ai parlé lors des épisodes lors des épisodes de Point Recherche, qui s'appelle également corde et bande normalement, représentation de corde et représentation de bande. Donc voilà, je vous conseille de revoir ces épisodes-là si vous voulez avoir plus de détails. Sinon, pour cet exposé, vous pouvez juste retenir que il s'agit vraiment de ce type de chemin avec les flèches en gras. Donc voilà, vraiment. Ok. Alors on peut poser quelques petits points de vocabulaire, la longueur d'une corde qui est le nombre de flèches, on peut parler de source d'une corde et de but d'une corde, le début et la fin de la corde, si on se donne un sens de lecture. On peut parler du support en sommet qui sont les sommets de la corde qu'on parcourt dans la corde, le support en flèche qui sont les flèches que l'on parcourt à travers la corde. Comme je l'ai dit un peu précédemment, on pourra identifier ρ et ρ-1. Et donc si on parle d'une corde, on pourra s'autoriser à donner un sens à la lecture de la corde, si on veut préciser qui est la source et qui est le but. On définit ce que c'est une sous-corde. Une sous-corde c'est un sous-mot, donc ça veut dire que vous prenez juste une suite de flèches, de alpha J, epsilon J jusqu'à alpha I, epsilon I. Ok, donc J dans l'ordre qu'il faut. Et vous prenez également les chemins paresseux correspondant au sommet que vous parcourez à travers la corde. Donc ça, ce sont des sous-cordes. Et puis, on dira également qu'une corde est maximale s'il n'y a aucun moyen d'ajouter une nouvelle flèche à la corde que vous avez sous la main, afin d'obtenir une corde plus grande. Donc voilà, donc si je reprends l'exemple de la corde que je vous ai présenté au tout début, eh bien, ça c'est bien une corde. La longueur c'est 5, le support en sommet, donc tous les sommets qu'on parcourt, c'est 1, 2, 4, 5, 6, 7, pardon. Les flèches A, C, E, F, I. Ensuite, les sous-cordes de ρ sont les paresseux, les flèches, vous avez les cordes de longueur 2, les cordes de longueur 3, les cordes de longueur 4 et la seule corde de longueur 5 qui est ρ. Donc on remarquera qu'une corde est sous-corde d'elle-même. Et on remarquera en plus que la corde que je vous ai dessinée est maximale. Il n'y a aucun moyen d'ajouter une nouvelle flèche en partant du sommet 1, afin d'avoir une corde plus grande, et de plus il n'y a aussi aucun moyen d'ajouter une flèche à partir du sommet 5, parce que si vous cherchez à ajouter une flèche, vous allez avoir une relation. Ok, bon. Alors plus visuellement, les cordes, on pourra se permettre de les dessiner de la manière suivante, avec toutes les flèches orientées vers le bas, ou on pourra aussi enlever les flèches s'il n'y a pas d'ambiguïté sur les flèches que l'on doit suivre. Ok, donc voilà, vraiment. Et en fait, cette façon de représenter les cordes, ça va nous aider quant à la construction des représentations cordes et des représentations de bandes, mais aussi quant à voir ce qu'il y a en termes de morphisme entre les représentations. Je vais y venir dans un instant. Donc les représentations cordes, c'est quoi? Voilà un carquois un petit peu plus compliqué que les précédents. Et voilà une corde. Ok, donc voilà la corde que je considère. Et pour avoir une représentation corde, ce que je vais faire, c'est que je vais poser une variable en chaque sommet et les flèches vont me définir des morphismes entre les variables. Donc ça veut dire que x1 est envoyé vers x2 par la flèche A, x2 est envoyé vers x3 par la flèche D, x4 est envoyé vers x3 par la flèche C. Et qu'est-ce que je vais faire? Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une somme directe des variables. Donc je vais en fait engendrer un espace vectoriel pour chacun des sommets du carquois
Et pour les engendrer, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les variables qui apparaissent sur le même sommet. Donc par exemple, x2 et x4, je vais faire la somme directe et je vais obtenir l'espace vectoriel que vous voyez à présent, x2 engendré par x2 et x4, qui correspond à k2, ok. Et pour 1 et pour 3, il n'y a qu'une seule variable, donc il n'y a rien qui se passe. Et vous pouvez ensuite décrire vraiment les applications linéaires en voyant chacun des xi comme des bases des espaces vectoriels en jeu. Donc à partir du moment où vous décrivez ce qui se passe pour les bases, vous calinéarisez vos morphismes et on obtient ce qu'il faut. Ok, donc ça c'est la définition de représentation corde. Donc une représentation corde, bon là c'est la définition propre que j'ai expliqué lors de l'épisode de cordes, des cordes, etc. Bon, j'ai peut-être dû dire la même chose que je vais dire maintenant. Vous n'êtes pas obligé de retenir la définition que je vous ai faite, je vous ai écrite ici. C'est juste une définition propre pour vous dire ça existe. Il y a vraiment une définition propre de la chose, mais vous pouvez garder l'exemple que je vous ai présenté comme étant la définition. Ok, donc vraiment. Je vais maintenant parler des représentations bandes, même si j'en aurais pas énormément besoin, mais juste pour pouvoir établir les résultats sur les représentations indécomposables. Donc, qu'est-ce qu'une bande? Je vais reprendre le carquois qu'on a vu juste avant. Et en fait, une bande, bah voilà un exemple de bande. Si vous suivez la flèche A, puis la flèche D, puis ensuite, donc là vous faites la flèche A, puis la flèche D, puis la flèche C à l'envers, puis la flèche B à l'envers, bah ça c'est une corde, c'est une bande, c'est une corde particulière, mais c'est une bande parce que c'est une corde d'une part, d'autre part, vous partez du sommet et par lequel vous revenez, en fait vous êtes au même, vous partez d'un sommet, vous revenez au même sommet. Vous pouvez composer autant de fois que vous voulez la bande, c'est-à-dire que vous pouvez faire A, D, C-1, B-1, puis refaire encore un coup, A, D, C-1, B-1, et ça c'est encore une corde. Et vous pouvez faire ça autant de fois que vous voulez. Et un dernier point, vous ne pouvez pas extraire une corde plus petite qui serait aussi une bande. Donc vous ne pouvez pas extraire une... Alors ce que je veux dire, c'est que vous ne pouvez pas écrire plutôt la bande que vous avez sous la main ici comme une puissance d'une bande plus petite. Ok, donc voilà. Donc c'est vraiment ça la notion de bande. Donc voilà l'écriture propre de la chose. Donc on peut pas écrire sous la forme d'une puissance, hein, j'ai peut-être été pas très clair, mais je peux pas écrire sous la forme d'une puissance plus petite, hein, ce que j'ai écrit à A, D, C-1, B-1, on peut pas l'écrire sous la forme d'une puissance d'une corde plus petite. Ok, donc on peut pas voir ça comme une corde qu'on aurait suivie à 2 reprises ou à 3 reprises d'affilée. 2 bandes seront dites conjuguées ou cycliquement conjuguées si on peut obtenir une bande. Si on peut obtenir une des deux bandes si on peut obtenir une des deux bandes à partir de l'autre par une permutation cyclique des flèches. Donc là par exemple vous avez B-1, C-1, D, A. Une permutation cyclique ce serait par exemple de commencer par A, donc vous mettez A, B-1, C-1, D. Et ça, ça c'est une permutation cyclique, d'accord, c'est ce que j'entends par une permutation cyclique. Et donc A, B-1, C-1, D est cycliquement conjugué à W que l'on voit ici. Alors maintenant, on peut aussi faire le même genre d'opération que pour les cordes. On peut définir une représentation de bande. Donc comme juste avant, je vais prendre la même bande. Et cette fois-ci, donc la bande, je peux la représenter de la même manière que pour les cordes. Sauf que pour les bandes, on identifie les deux sommets 1. Donc le sommet 1 qui est ici et le sommet 1 qui est ici. Le sommet par lequel on démarre et le sommet par lequel on finit. D'accord, on les identifie ces deux-là. Et ce qui va se passer, c'est que là, je vais avoir la liberté de poser un certain nombre de variables que je voudrais, mais un nombre de variables fixé. Donc là, si je veux, je peux mettre une seule variable, mais je pourrais très bien mettre 2 variables, je pourrais mettre 3 variables, etc., etc. Pour voir ça de manière plus simple, ce que je vais dire, c'est que je vais mettre une copie du K espace vectoriel de dimension D en chaque sommet. Et les flèches, je vais mettre des identités, sauf pour l'une des flèches, donc là, voilà, comme vous pouvez le voir ici. Sauf pour la dernière flèche que je vais suivre, sachant que la dernière flèche, je rappelle que les deux, donc j'ai dit que j'identifiais les deux sommets 1, donc là ici ça veut dire que je vais identifier les deux espaces vectoriels, l'espace vectoriel par lequel je démarre et l'espace vectoriel par lequel je finis, donc c'est le même espace vectoriel, sauf que cette flèche là, je vais mettre un bloc de Jordan, et j'ai mis lambda-1 tout simplement parce que j'ai suivi la flèche dans le sens inverse, d'accord, de son orientation, donc c'est pour ça que j'écris le bloc de Jordan comme ça avec des lambda-1, mais bon voilà, donc je vais mettre un bloc de Jordan à la dernière flèche. Et donc ensuite en repliant et en faisant une somme directe des espaces vectoriels qui se trouvent au même sommet, sauf
pour les espaces vectoriels qui sont identifiés, eh bien, je vais obtenir le résultat suivant pour la représentation associée à la représentation bande. Enfin, à la bande que je viens de faire. Ok, donc pareil, il y a une définition très moche. Bon, là, j'avance un petit peu. Il y a une définition très moche. Mais encore une fois, je vais pas vous faire rentrer dans les détails. Et je pense que j'ai pas dû le faire lors de l'épisode, parce que bon voilà, c'est pas. Disons que c'est pour vous, encore une fois, c'est pour vous dire qu'il existe une définition propre. Mais bon, enfin, vous pouvez juste garder pour cet exposé en tête l'idée de la construction de la représentation bande que j'ai donnée en exemple. Alors les représentations indécomposables. Si je prends le carquois de Kronecker, qui est le suivant, donc du sommet 1 vers le sommet 2, vous avez 2 flèches. Et bien les représentations indécomposables sont les suivantes. Ok, donc là j'ai écrit en fait toutes les représentations sous la forme de cordes. Donc, et vous voyez les représentations que l'on obtient en dessous, hein, comme ça on les voit bien plus explicitement, mais on voit que toutes ces représentations peuvent s'écrire sous la forme de cordes. Et vous avez également les représentations bandes, qui peuvent s'écrire de cette manière-là, ok, avec le bloc de Jordan comme je l'ai expliqué précédemment, ok, et les valeurs de n vous pouvez les choisir comme vous voulez, et la valeur de lambda vous pouvez la choisir comme vous voulez. Ok, sachant qu'il va y avoir des identifications, mais je vais y venir. Donc voilà le résultat important sur les représentations indécomposables d'un carquois aimable. Toute représentation indécomposable de carquois aimable est isomorphe à une représentation corde ou une représentation bande. Et de plus, une représentation corde n'est pas isomorphe à une représentation bande. Donc ça veut dire qu'on peut vraiment classifier toutes les représentations, c'est ça que j'amène ici. 2 représentations corde sont isomorphes. Si isomorphes, en fait, il s'agit de la même corde. Donc là, on comprend mieux pourquoi on identifie une corde à son inverse. Et donc voilà, ça a un sens vraiment en termes de représentation. Vous avez également la représentation bande, 2 représentations bandes qui vont être isomorphes, si et seulement si les dimensions des espaces vectoriels en jeu sont les mêmes. Et en plus de ça, eh bien, vous devez avoir une histoire de conjugaison cyclique, soit par rapport à la bande elle-même, soit par rapport à son inverse, et des coefficients lambda qui doivent correspondre. Ok, bon, tout ça pour dire qu'il y a vraiment une classification qui est donnée par les cordes et les bandes. Et ça, c'est très très intéressant parce qu'on peut vraiment faire le tour de toutes les représentations indécomposables et donc de tous les modules indécomposables de l'algèbre aimable. Alors, structure des morphismes entre les représentations. Donc je vais faire ça à travers une certaine problématique. Donc il y a peut-être des chances que ce soit le même exemple que j'ai proposé lors de l'exposé, lors de l'épisode correspondant. Donc voilà le carquois, voilà la représentation que je vous propose, qui s'écrit comme somme directe de 2 représentations cordes qui sont donc les 2 flèches A et B. Et la question c'est de chercher à décrire l'ensemble des endomorphismes de X. Alors pour décrire l'ensemble des endomorphismes de X, on peut se rendre compte qu'il suffit de connaître les morphismes qu'il y a entre les indécomposables. D'accord, donc c'est vraiment ce que j'ai expliqué lors de l'épisode correspondant, vraiment sur la structure des morphismes. Et donc, bon si je regarde ce qui se passe entre MA et MB, alors est-ce qu'il y a un morphisme? Donc je rappelle que home d'une représentation vers une autre, c'est regarder l'ensemble des morphismes qu'il y a partant du premier, arrivant au second. Et donc là, ici, on n'a pas de morphisme, donc c'est-à-dire le seul morphisme, c'est un morphisme nul. Donc on n'a pas de morphisme non nul partant de MA vers MB. Et vous voyez que pour respecter les carrés commutatifs, vous n'avez pas le choix que d'avoir des 0 sur les flèches en pointillé. Par contre, si vous regardez les morphismes qui vont partir du second vers le premier, et bien là il y en a un, parce que vous avez tout à fait le choix du scalaire par lequel vous multipliez un élément de l'espace vectoriel qui se trouve ici. Vous pouvez multiplier par n'importe quel scalaire un élément qui est ici pour obtenir un élément qui est ici. Tous les carrés commutatifs seront respectés. Donc voilà, et en fait, ce qu'il y a derrière, c'est la notion de sous-corde au-dessus et de sous-corde en dessous. Donc visuellement, on peut juste retenir le dessin suivant. Donc si on dessine les cordes avec les flèches toutes pointées vers le bas, comme je l'ai expliqué lors d'une remarque précédente, eh bien, être au-dessus, c'est vraiment avoir la configuration que vous voyez ici à gauche, d'accord, sachant que ce que j'ai mis entre parenthèses, ça peut apparaître comme ça peut ne pas apparaître. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire par exemple que la corde ρ,
sera toujours au-dessus d'elle-même. Tout comme elle sera toujours en dessous d'elle-même. D'accord? Donc les parenthèses, ça veut juste dire que ça peut apparaître, mais ça peut aussi ne pas apparaître. D'accord? Donc soit ça apparaît, soit ça n'apparaît pas. Donc c'est une histoire juste de ça. Ok. Alors maintenant, dans notre exemple, si on regardait un peu les cordes qui sont au-dessus et en dessous de la flèche A et de la flèche B, eh bien on se rend compte qu'il y a une correspondance qui apparaît, notamment les deux E2 qui sont mauves là, vous voyez. Donc le chemin apparaissait en deux. Et en fait, les cordes qui sont au-dessus et en dessous d'une certaine corde, c'est exactement des cordes qui vont permettre de décrire l'ensemble des morphismes entre les représentations. Donc c'est le résultat suivant de Butler et Ringel, toujours, qui est une continuation de la décomposition, enfin de la classification des représentations indécomposables d'un carquois aimable. Donc si j'ai deux cordes, eh bien l'ensemble des morphismes, cet isomorphe a une certaine puissance de K où la valeur de la puissance correspond au nombre de cordes qui se trouvent au-dessus de la première et en dessous de la seconde, et sachant que ces cordes doivent être les mêmes. Hein. Donc la corde en jeu, c'est le nombre de cordes. Hein. Donc là, je l'écris sous la forme de couple, où on identifie la corde à son inverse, mais en gros, on peut juste retenir la chose comme étant juste l'ensemble des cordes distinctes à inverse près, l'ensemble des cordes qui vont être au-dessus de la première corde et en dessous de la seconde. Donc là, si on termine notre exemple, les endomorphismes de MA et de MB vont se révéler être K. Et ce qu'on a fait juste avant, on a obtenu ce résultat-là. Et si on cherche à décrire complètement l'ensemble des endomorphismes, on se retrouve donc avec 3 degrés de liberté. Et ces 3 degrés de liberté, on les retrouve là ici, K1, K2, K3. D'accord? Et ça permet vraiment de décrire tous les morphismes qu'il y a entre les deux cordes. Voilà une petite remarque, ces morphismes, on les appelle les graph maths, donc les morphismes de graphes. Comme nous venons de voir, ces morphismes suffisent à décrire les morphismes entre des représentations cordes, mais malheureusement, ça n'est pas suffisant pour décrire entièrement tous les morphismes de représentation bande. Il y a quand même des subtilités un peu particulières pour les bandes, mais ici on n'aura pas besoin de s'en préoccuper davantage. Donc là, j'ai parlé des bandes essentiellement pour vous énoncer le résultat sur les indécomposables qui est d'une certaine utilité. Bon, alors là on arrive dans les sujets des derniers épisodes de Coin Recherche, donc la retrouvabilité et la retrouvabilité canonique de Jordan d'une certaine catégorie. Donc normalement on devrait passer plus ou moins à travers un exemple similaire ou des exemples similaires à ce que j'ai présenté. Donc si je prends ce carquois là et que je reprends la représentation suivante, qu'on a vu il y a quelques slides de ça, eh bien cette représentation c'était la somme directe de ces représentations indécomposables. Et la question que je me pose, donc là elle n'est pas écrite, mais la question que je me pose c'est quels sont les endomorphismes nilpotents qu'il y a pour X. Ok, et donc on va chercher à toutes les décrire dans un premier temps. Donc là je vais prendre un endomorphisme nilpotent de X, et déjà facilement on peut voir que N1 et N3 sont nuls parce que on a des espaces vectoriels de dimension 1 et un endomorphisme nilpotent sur un espace vectoriel de dimension 1 c'est 0. Il n'y a pas le choix. Et puis ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre des bases adaptées à la décomposition de X, d'accord. Donc là, on voit les calculs qui sont liés, mais en un dessin, on peut voir la chose comme ça. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder tous les carrés commutatifs que l'on doit respecter si on applique les endomorphismes, donc notamment ce qui se passe pour N2, parce que c'est ce qui m'intéresse le plus pour N2. Donc, on voit que Y1 doit être dans le noyau de N2 pour que le carré commutatif soit respecté. On voit également que l'image de N2 est inclue dans le noyau de XB qui est en fait formé de Y1 et Y2. Donc on a ça. Et enfin, on a aussi que N2 de 3, N2 appliqué 3 fois doit donner 0 parce que un espace vectoriel de dimension 3, pour avoir un endomorphisme nilpotent, il faut que en appliquant 3 fois on obtienne 0. D'accord, donc c'est vraiment dû à la dimension de l'espace vectoriel. Donc on en arrive un peu à la conclusion suivante, si on décrit et on s'autorise des variables alpha, bêta, gamma, delta. Donc on en arrive à la description suivante. Toutefois, il reste une dernière chose à dire, c'est que si j'applique 2 fois N2 sur Y2, je vais obtenir que N2 de Y2 est en fait un vecteur propre de N2. Et pour que ce soit vraiment un vecteur propre, si je veux m'autoriser à ce que N2 de Y2 soit non nul, eh bien il faut que bêta soit nul. Donc on voit que N2 de Y2, ça doit être quelque chose qui dépend juste de Y1.
Donc si on conclut un peu la forme de N2 sous la forme d'une matrice, on obtient la chose suivante. Ok, donc l'image de Y1 c'est 0, l'image de Y2 c'est alpha Y1 0 0, et enfin le dernier c'est gamma fois Y1 plus delta fois Y2 plus 0 fois Y3. Ok, et en fait décrire N revient à décrire N2, d'accord, donc c'est vraiment la même chose. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder tous les choix qui sont possibles pour N2. Et parmi tous les choix qui sont possibles, il va exister un choix générique qui va être donné par un ensemble ouvert dense. Et cet ensemble ouvert dense ici peut être décrit en disant je vais prendre les conditions alpha et delta non nulles. Et si je prends alpha et delta non nulles, eh bien ça va me donner une forme de Jordan particulière. Donc notamment, on va pouvoir voir que le bloc, la matrice que j'ai là, est semblable à un bloc de Jordan de la forme, donc vous avez des zéros partout, sauf dans la surdiagonale où il y a alpha et delta, vous mettez 1, 1 et gamma 0. Donc on verrait de manière générique que cette matrice-là est semblable à un bloc comme je viens de l'énoncer. Et donc si je garde en mémoire les blocs de Jordan en jeu là-dedans, je vais obtenir le résultat suivant, 1, 3, 1. Et ça, c'est ce résultat qu'on va définir comme étant la donnée de la forme de Jordan générique de X. Bon, voilà, alors la définition propre, là pareil, il y a plein de petites choses à amener, et il y a une notion donc là il y a la notion de partage d'entier ou de partition d'entier, sur laquelle je ne vais pas revenir, j'ai dû en parler je pense lors de l'épisode correspondant sur la retrouvabilité de Jordan de certaines catégories, donc sur la retrouvabilité de Jordan notamment. Je ne vais pas y revenir ici. Mais voilà, là vous voyez la définition, déjà la définition propre de ce qu'est une donnée de Jordan, de la forme de Jordan, d'une nilpotente, c'est juste prendre le uplet de partage, et chaque partage correspond aux tailles des blocs de Jordan pour chaque nilpotent NQ, ok, pour chaque sommet. Et puis en notant Nm de X l'ensemble des endomorphismes nilpotents de X. Et puis en donnant un ordre sur les partages d'entiers, donc là cet ordre là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on peut se donner un ordre sur les partages d'entiers, et en fait cet ordre c'est pour essayer de mettre en avant une forme de Jordan qui prédominerait, d'accord. Et cette forme de Jordan qui va prédominer, ça va être justement la forme de Jordan, la valeur de la forme de Jordan maximale pour cet ordre qui est introduit ici, qui s'appelle l'ordre de dominance, d'accord, mais on l'a étendu sur des uplets de même taille, d'accord, donc c'est ce qui se passe dans le deuxième paragraphe, on l'étend. Donc voilà, ok, bon, je ne veux pas rentrer vraiment dans ces détails-là, mais à savoir que c'est cet ordre-là qui va me permettre d'énoncer que ok, alors bon, l'ensemble des endomorphismes nilpotents d'une variété algébrique, est une variété algébrique irréductible, ça. Bon, ok, ça nous permet juste de dire que en fait, il y a vraiment l'existence d'une valeur maximale de la forme de Jordan, et que cette valeur maximale, elle est atteinte dans un ensemble ouvert dense. Cette histoire d'ensemble ouvert dense qui donnait un choix générique. Ok, donc c'est vraiment cette idée-là qu'il y a derrière. Mais je veux pas rentrer dans tous les détails, ok. Je veux juste vous rappeler, pour ceux qui avaient suivi les épisodes précédents, de vous rappeler les choses. Sinon, n'hésitez pas à jeter un œil aux épisodes précédents pour voir à travers des exemples plus détaillés, peut-être, ce que ça veut dire tout ça. Mais il y a des choses dont j'ai pas parlé, comme cette histoire d'ordre avec les partages d'entiers, etc. Donc c'est pas très grave, mais voilà, faut savoir quand même que c'était juste l'idée, cet ordre-là a juste pour but de vous mettre en avant une forme de Jordan qui va prédominer. Bon, et puis voilà, et du coup, cette forme de Jordan qui va prédominer, cette valeur maximale, c'est justement ça qu'on va définir comme étant la donnée de la forme de Jordan générique de X. Et maintenant, une question qui va être intéressante, c'est pour quelle sous-catégorie de la catégorie des représentations du Carquois pouvons-nous retrouver à isomorphisme près une représentation à partir de sa donnée de Jordan générique. Et donc alors là par sous-catégorie on parle de catégorie pleine, stable, donc c'est ce que j'ai raconté lors du dernier épisode, du précédent épisode, l'avant-dernier épisode de cette saison, pardon. Et une catégorie est dite retrouvable de Jordan si pour tout uplet, donc pour tout type de forme de Jordan qu'on voudrait essayer de trouver, il existerait une unique représentation, au plus, une unique représentation, donc il se peut qu'il n'en existe pas, mais il existe au plus une unique représentation à isomorphisme près,
X dans la catégorie telle que sa donnée de Jordan générique, c'est la même que le uplet qu'on aurait choisi. Donc voilà, alors si je reprends quelques exemples, cette catégorie-là, eh bien, elle va être retrouvable de Jordan, et il y a une raison un peu plus simple que juste regarder les blocs de Jordan, etc. Il y a une raison, c'est parce que les vecteurs dimensions sont des indécomposables qui engendrent la catégorie, forment une famille linéairement indépendante. Donc si vous écrivez les vecteurs dimensions de chacun des indécomposables, là vous avez 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, et bien les vecteurs qui sont ici sont linéairement indépendants, ça forme une famille libre si vous préférez, et le fait que ça forme une famille libre, ça permet de justifier que la catégorie est retrouvable de Jordan. Si par contre je regarde toutes les représentations, malheureusement ça va pas être retrouvable de Jordan, et en général ça ne sera pas retrouvable de Jordan. Si j'avais pris n'importe quel carquois, à condition qu'il y ait au moins une flèche en fait, mais si je prends n'importe quel carquois, à partir du moment où il y a une flèche, ça va pas être retrouvable de Jordan. Et là ici un exemple pour vous mettre en avant la chose, c'est que si je prenais les simples, donc ça veut dire que j'ai pris une fois le simple en 1, 3 fois le simple en 2 et une fois le simple en 3, et bien la donnée de la forme de Jordan générique de cette représentation, c'est la même que celle de la représentation qu'on a calculée un peu plus tôt. Et donc évidemment la représentation qu'on a calculée un peu plus tôt, elle était aussi dans la catégorie des représentations, donc c'est mort, c'est pas retrouvable de Jordan. Ok, alors à savoir qu'en général, savoir si une catégorie est retrouvable de Jordan ou non, c'est pas facile. D'accord, donc c'est pas une question facile. Alors maintenant, là, on va parler de la retrouvabilité canonique de Jordan. Donc là, on arrive vraiment dans les derniers épisodes. Donc là, c'est avant-avant-dernier, l'antépénultième épisode. Donc la retrouvabilité canonique de Jordan, en fait, a pour but d'essayer de répondre à la question suivante, puisque jusqu'ici, je n'ai pas expliqué comment on pourrait retrouver une représentation étant donné sa donnée de Jordan générique. Ok. Et là, voilà une méthode qu'on peut proposer ici. Donc, si je reprends l'exemple de la représentation qu'on a vue un peu plus tôt, on a déjà vu que sa donnée de Jordan générique est la suivante. Et maintenant, le but ici, c'est d'essayer de décrire toutes les représentations Y qui ont la même donnée de Jordan générique que celle de X. Ok, donc on a vraiment ça comme but. Et donc dire ça, ça veut dire que Y admet un endomorphisme nilpotent qui a la forme de Jordan, qui a comme forme de Jordan la donnée de la forme générique de Jordan de Y. En fait, c'est la même. Voilà. Donc on part de ça. Alors par conséquent, Y va être de la forme suivante. Donc les espaces vectoriels, on les connaît grâce aux tailles des blocs de Jordan en jeu, à isomorphisme près. Et tout ce qui reste à faire, c'est de décrire YA et YB. Et pour décrire YA et YB, ce qu'on va faire, c'est que, alors tout à l'heure, on avait pris des bases adaptées à la décomposition de la représentation. Ici, on ne connaît pas la décomposition des représentations, mais on connaît l'endomorphisme nilpotent qu'on a choisi, on connaît les blocs. Donc ce qu'on peut faire, c'est prendre des bases adaptées aux endomorphismes nilpotents en jeu. Bon, on remarquera encore une fois que N1 et N3 sont nuls, encore une fois pour les mêmes raisons que précédemment. D'accord, donc là, on a un dessin, voilà ce qui se passe. Donc on peut écrire N1, N2 de la manière et N3 de la manière suivante en colonne, d'accord. Et les flèches que j'ai ajoutées en pointillé, c'est justement les seules flèches que l'on pourrait dessiner les seules associations qu'on pourrait effectuer afin de respecter les carrés commutatifs, d'accord. Donc on voit que X est envoyé vers 0 par N1, si on veut que le carré commutatif soit respecté, il faut que l'image de X soit envoyée vers quelque chose qui est envoyé vers 0 par N2, ok. Donc là on n'a pas le choix, il faut que ce soit envoyé vers un multiple de Y1. Et c'est un peu la même chose pour Y3, pour Y2, vous voyez que Y2 va pas avoir trop le choix que d'être envoyé vers 0 par YB, à cause des carrés commutatifs encore une fois, mais Y3, lui il a un peu le choix et il peut être envoyé vers un multiple de Z sans qu'il y ait de contraintes. Et donc c'est exactement ce qui se passe. Donc si je regarde tous les carrés commutatifs qu'on peut respecter, on a ces résultats là. Et on voit qu'on a le choix pour alpha prime et bêta prime, d'accord. Et donc notamment, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un peu la même chose que ce que j'ai fait pour les formes de Jordan, des nilpotents tout à l'heure. Ce que je vais dire, c'est que si je fais un choix générique, si je fais un choix aléatoire des valeurs de alpha prime et bêta prime, je vais avoir une certaine probabilité de 1, si on veut, de tomber sur des valeurs de alpha prime et de bêta prime qui sont non nulles. Et si elles sont non nulles, après à isomorphisme près,
je pourrais me ramener à alpha prime et bêta prime égale 1, et donc ça veut dire que je vais avoir retrouvé la représentation X que j'avais au départ. D'accord, donc voilà comment je peux retrouver la représentation. C'est une façon de faire. Mais il faut remarquer que, d'abord, la technique, elle se généralise, mais on voit qu'il y a une notion un peu plus forte que la retrouvabilité de Jordan qu'il faut utiliser, puisqu'on a dû chercher à utiliser le fait qu'il existe une histoire d'ouvert-dense dans l'ensemble des représentations qui ont la même donnée de Jordan générique que celle de X. D'accord? Donc il y a quand même quelque chose d'un peu plus fort que la retrouvabilité de Jordan. Et puis voilà, donc la remarque que je voulais faire avant, mais bon maintenant elle est présente, c'est que si j'avais pris la même représentation définie par les simples, qu'on a vu un petit peu plus tôt, eh bien on avait vu que sa donnée de Jordan générique c'était 1, 3, 1, et sur ce coup-là, à la suite des calculs, on n'a pas retrouvé Z, on a retrouvé une autre représentation. Donc il est tout à fait possible que voilà, cette histoire d'ouvert-dense, on voit vraiment qu'il y a besoin d'une notion plus forte. On remarquera que la donnée des formes de Jordan est nécessaire, ça je pense que ça doit être assez clair. Mais c'est par rapport au calcul, on a essentiellement joué avec les formes de Jordan de la nilpotente, hein, donc vraiment... voilà. Donc si je note rep q lambda souligné l'ensemble des représentations y qui tel que eh bien, y admet un endomorphisme nilpotent n tel que GenJF de n égale lambda, souligné, etc. Enfin bref, si je définis cette représentation, enfin cette sous-catégorie, je sais pas si on peut vraiment parler de sous-catégorie, mais en tout cas sous-ensemble, ce sous-ensemble de représentations, eh bien, on dira qu'une sous-catégorie est canoniquement retrouvable de Jordan si pour toute représentation X de la catégorie, il existe un ensemble ouvert dense O dans l'ensemble des représentations du Carquois qui admettent GenJF de X comme forme de Jordan de nilpotente, d'un endomorphisme nilpotent de la représentation, quoi, et tel que toutes les représentations dans l'ouvert sont isomorphes à X. Donc voilà, si je reprends l'exemple précédent, cette catégorie-là, elle va être retrouvable de Jordan, canoniquement retrouvable de Jordan, et le raisonnement est assez général. Enfin, le raisonnement général en fait est assez proche de ce que je viens de vous expliquer dans l'exemple. Et par contre, si je prends les simples, la catégorie engendrée par les simples, eh bien cette catégorie n'est pas canoniquement retrouvable de Jordan, même si elle sera retrouvable de Jordan. Elle est retrouvable de Jordan un peu pour les mêmes raisons que la première catégorie était retrouvable de Jordan, c'est une histoire de vecteur dimension, mais malheureusement ça va pas être canoniquement retrouvable de Jordan pour une histoire de flèche, un peu comme je l'ai expliqué juste après. Si j'avais pris les simples de tout à l'heure, j'aurais pas retrouvé la même catégorie, la même représentation, pardon. Alors, en quelques remarques, une catégorie canoniquement retrouvable de Jordan est retrouvable de Jordan. Et pour certaines valeurs de lambda soulignées, il est possible qu'on n'ait pas d'ouvert dense, d'accord, dans l'ensemble des représentations du Carquois Q qui admettent un endomorphisme nilpotent de la forme lambda soulignée. Et donc voilà deux exemples. Un premier, c'est le Kronecker. Si je regarde le Kronecker et que je regarde l'ensemble des représentations qui admettent une forme de Jordan, enfin un endomorphisme de forme de Jordan 1,1, eh bien on voit que les représentations qui sont dans cet ensemble vont être, enfin les représentations indécomposables vont être indécomposables et vont être de la forme suivante. Et malheureusement, parmi les formes suivantes, toutes les valeurs de alpha distinctes, chaque valeur de alpha, sauf alpha égale alpha moins 1, mais en dehors de ça, toutes les valeurs de alpha distinctes donnent un résultat différent. Donc il n'y a vraiment aucun moyen d'avoir un ouvert dense dans lequel on a toutes les représentations qui sont isomorphes. Bon, c'est pas si clair que ça, mais ce deuxième exemple va être peut-être un peu plus clair. Si je prends cet exemple-là, qui ressemble un peu à celui du triangle que j'ai fait lors de l'épisode précédent, si je prends cet exemple-là, eh ben on voit que là on a deux choix possibles, mais ces deux choix ne donneront en aucun cas un ouvert dense. Aucun des deux choix ne donnera un ouvert dense, tout simplement parce que pour qu'il y ait une histoire d'ouvert dense, il faudrait que dans cette ouvert dense, les deux flèches soient des morphismes non nuls. Ce qui n'est pas le cas ici, puisqu'il faut qu'il y ait au moins un des deux morphismes qui soit nul à cause de la relation. Donc voilà, ça explique pourquoi il n'y a pas de choix générique, même si on pourrait avoir une catégorie retrouvable de Jordan derrière cette affaire-là. Mais... ok.
Bon alors une classe de sous-catégories intéressante, donc là on arrive au dernier épisode que j'ai énoncé, les catégories CQM. Donc les catégories CQM sont des catégories additivement engendrées par les représentations X indécomposables tels que ils sont en support sur M, donc c'est-à-dire que la dimension de l'espace vectoriel au sommet M est plus grande que 1. Donc voilà l'exemple que je vous ai présenté lors de quelques slides précédentes. Eh bien c'en est une de la sorte, donc ici c'est CQ2. Et donc additivement généré, je vous ai expliqué, mais ça veut dire qu'on regarde des représentations qui s'écrivent comme somme directe de copies de chacune des représentations. Et puis il y a une propriété sur les sommets du Carquois qui est assez intéressante, c'est la propriété d'être minuscule. Donc dire qu'un sommet est minuscule, c'est dire que toute représentation indécomposable du Carquois est telle que la dimension de l'espace vectoriel sur le sommet M est au plus 1. Alors, petit jeu, pour voir si soit l'ensemble des épisodes que vous avez vus précédemment, vous les avez assez bien compris, ou alors pour vérifier si sur cet exposé là que je viens de vous faire, vous avez une vague intuition de ce qui peut se passer. Voilà les Carquois que je vous propose avec les relations, hein, d'accord, bien dessinées. Et la question que je vous pose dans un premier temps, c'est lesquels de ces sommets sont minuscules. N'hésitez pas à faire une petite pause pour essayer de le jouer à ce petit jeu pour vérifier si vous avez compris un petit peu de quoi il s'agit être minuscule. Et je vous conseille, si vous n'avez pas tout à fait encore compris, de regarder l'épisode précédent, puisque je vous ai fait un lien entre le fait d'être minuscule et les cordes sur le Carquois. Et en fait, le fait de le voir avec les cordes, c'est beaucoup plus simple. Mais n'hésitez pas en tout cas à faire une petite pause. Ok, alors voilà le résultat. Donc le résultat, ce sont tous les sommets qui sont entourés en pointillés. Donc tous les sommets qui sont entourés en pointillés sont minuscules, les autres ne sont pas. Ok, donc voilà, donc là par exemple le sommet 3 ne l'est pas parce qu'on peut très bien faire une corde qui part de 3, va vers 4, suit la flèche, revient vers 4 et ensuite va vers 3, donc ça c'est une corde et on est passé de 2 fois à 3, 2 fois à 4, donc c'est mort, les deux sommets ne sont pas minuscules. 14 par contre est minuscule parce que si vous cherchez à faire n'importe quelle corde, vous allez avoir 14, puis 15, puis après 16, vous n'avez pas le choix en suivant la flèche en bas, puis la flèche en haut, 15, mais malheureusement la flèche en haut elle est en relation avec la flèche par laquelle vous êtes entré en partant de 14. Donc vous n'avez pas le choix, en partant de 15, vous devez continuer à tourner autour de 15-16. Donc ça signifie qu'en effet 14 est minuscule, il n'y a aucun moyen de revenir en 14. Par contre 15 et 16 ne sont pas minuscules. Là, 17, 18 et 19 sont minuscules, 8 et 9 ne sont pas minuscules, on peut repenser aux exemples que j'ai fait précédemment sur le Kronecker, parce que c'est vraiment le Kronecker, et ainsi de suite. Ok, alors parmi les sommets minuscules, maintenant c'est une question d'intuition, j'ai envie de vous dire, ou alors si vous avez suivi les exposés précédents, les épisodes précédents, vous avez une partie de réponse. Pour quel sommet M avons-nous une catégorie CQM qui est retrouvable de Jordan? Encore une fois, n'hésitez pas à faire une petite pause pour y réfléchir un tout petit peu avant que je balance le résultat. Ok, et donc le résultat est le suivant. Donc là, tous ceux qui sont entourés, tout simplement entourés, ce sont les sommets qui vont donner des catégories CQM qui sont retrouvables de Jordan. Et on remarquera deux choses, le sommet 14, d'accord, qui est minuscule et là qui donne pas une catégorie retrouvable de Jordan, et le sommet 12 qui doit être très particulier, d'accord. Donc pour ceux qui ont vu l'épisode précédent, justement je vais un tout petit peu plus tard vous donner un exemple pour vous mettre en avant pourquoi cette catégorie-là donnée par 12 ici, dans ce Carquois là, ne sera pas retrouvable de Jordan. Ok, et puis dernière question, pour quel sommet est-ce qu'on va avoir des catégories CQM qui vont être canoniquement retrouvables de Jordan? Donc bien évidemment, si vous avez bien suivi, vous devriez avoir en tête que les seuls sommets pour lesquels on peut avoir encore la canonique retrouvabilité de Jordan, ce sont les sommets qui sont entièrement entourés. Donc il va falloir chercher parmi les entourés lesquels vont être canoniquement retrouvables de Jordan. Et la réponse est la suivante. Donc tous ceux qui sont entourés deux fois donnent des catégories qui sont canoniquement retrouvables de Jordan. Et on remarquera que les sommets 17, 18 et 19 ne sont pas entourés deux fois. Donc ça ne donne pas des catégories canoniquement retrouvables de Jordan. Encore une fois, si vous avez suivi l'épisode précédent, vous devriez vous y attendre. Mais sinon, voilà, vous le découvrez si vous ne l'avez pas vu. Et donc on va passer à travers quelques exemples pour comprendre pourquoi certains d'entre eux ne marchent pas et pourquoi certains d'entre eux marchent.
Alors pour le type A de Dynkin, vous avez le résultat suivant que j'avais énoncé lors de l'épisode précédent qui dit que si on travaille avec un carquois de type ADE, je rappelle pas ce que ça veut dire type ADE, je vous invite à regarder l'épisode précédent de Coin Recherche, eh bien un sommet M est minuscule, si un sommet M est minuscule, alors la catégorie CQM est canoniquement retrouvable de Jordan. Et donc notamment pour le type A, tous les sommets sont minuscules, donc toutes les catégories sont canoniquement retrouvables de Jordan. Donc c'est ce qui explique pourquoi pour le carquois formé par 1, 2 et le carquois formé par 5, 6, 7, on a tout entouré deux fois. Ok. Alors maintenant pour les autres exemples, si je prends ce carquois-là, je rappelle que le sommet 1 était minuscule, mais ne donnait pas une catégorie qui est retrouvable de Jordan. Donc le sommet 1 est minuscule, mais malheureusement, on va prendre deux représentations qui vont avoir la même donnée de Jordan générique. Et les deux représentations sont les suivantes. Alors, et la donnée de Jordan, c'est la suivante, 2, 2, 2. Alors pour bien comprendre comment on obtient, enfin une façon de comprendre comment on obtient les blocs de Jordan génériques, en fait, enfin la donnée de Jordan générique, il suffit de connaître les morphismes qu'il y a entre les indécomposables. Et de regarder ce qui se passe pour chacun des sommets. Alors par exemple, pour Y, là on a deux fois le même indécomposable, donc on a un morphisme de l'indécomposable vers lui-même. Et le fait d'avoir ça, ça veut dire que vous avez un morphisme de 1 vers 1, de 2 vers 2, de 3 vers 3, et donc ces différents morphismes nous disent qu'il va forcément y avoir des blocs de longueur 2 pour chacun des sommets. Ok, donc ça va, c'est vraiment lié au morphisme qui existe entre les représentations indécomposables. Maintenant, si vous avez compris ça et que vous regardez la représentation du dessus, vous remarquerez que le 1 qui se trouve pour la deuxième représentation, indécomposable, peut être envoyé vers le 1 qui se trouve ici. Donc ça veut dire que vous avez un bloc de Jordan de longueur 2, enfin un bloc de Jordan de taille 2 pour le sommet 1. Et puis ensuite vous pourrez remarquer que sur la même représentation ici, vous avez la flèche 2-3, la flèche C 2-3, qui se trouve au-dessus, mais aussi en dessous de la même corde. Donc ça veut dire que vous avez un morphisme de la représentation vers elle-même qui n'est pas l'identité, qui est donné par cette flèche-là. D'accord? Et donc ça veut dire que pour le sommet 2, vous avez un bloc de Jordan de taille 2, et pour le sommet 3, vous avez aussi un bloc de Jordan de taille 2. Ok, donc c'est vraiment les morphismes qui permettent de décrire les blocs de Jordan. Alors voilà l'exemple un peu plus difficile, parce que fallait le trouver, comme je l'ai expliqué lors de l'épisode précédent de Coin Recherche, il m'a fallu une année, un peu moins d'une année pour enfin trouver un contre-exemple à cette histoire-là, alors que je pensais dur comme fer que être minuscule sans cycle, ça permettait de conclure la chose. Et en fait non, pas du tout, et voilà l'exemple. Alors l'exemple n'est pas facile, mais là je vous conseille fortement de faire pause, et d'essayer par vous-même de voir quels sont les morphismes qui peuvent exister, donc les morphismes entre les indécomposables qu'il y a. Donc là par exemple on peut voir que le M2 ici va être envoyé vers le 2 qui est ici. Vous voyez également, il faut y réfléchir un peu, mais vous voyez également que 1, 2 est envoyé vers 1, 2 qui est ici, ok. Donc ça veut dire que sur le 1 vous avez un bloc de Jordan de taille 2. Ensuite, le 2 qui est ici peut être aussi envoyé vers le 2 qui est ici. Ok, on voit aussi que 3,2 peut être envoyé vers 3,2. Et maintenant, si je regarde la suite des endomorphismes nilpotents, les suites d'endomorphismes nilpotents que je peux faire pour le sommet 2, on se rend compte qu'il y a une suite d'endomorphismes nilpotents, d'endomorphismes entre les facteurs Donc là, on peut voir par exemple que M2 peut être envoyé vers 2,3, enfin 3,2 là, ici, et 3,2 peut être envoyé ensuite vers 3,2 qui est ici. D'accord? Donc le 2 peut se répercuter sur une ligne de 3 indécomposables, ce qui explique pourquoi il y a un bloc de 3. Et par contre le 2 qui est ici, il n'y a pas de morphisme entre le 2 qui est ici, il y en a un ici, 1, 2, oui je ne l'ai pas vu. Il y a 1, 2 vers 1, 2. Mais vous voyez que c'est une suite de morphismes complètement différents qui ne part pas avec le même 2. Tout à l'heure j'étais parti avec le 2 du simple ici, je suis arrivé à 3,2, puis ensuite à 3,2 ici. Là cette fois-ci, si je pars de 1,2 ici, j'obtiens 1,2 ici et ça se termine ici, je peux plus rien faire. Donc là vous avez juste... donc en fait vous avez également un morphisme ici, mais si je simplifie énormément les choses,
Le 2 qui était déjà ici est déjà rencontré, donc ça veut dire que je vais avoir un bloc de Jordan de taille 1. Bon, c'est pas très clair ce que je suis en train de dire vraiment, mais c'est pour essayer de vous donner une vague idée de pourquoi j'ai un bloc de Jordan de taille 3,1 ici. Mais bon, bref, c'est vraiment un exemple pas facile, qui a fallu pas mal de temps pour le rencontrer. Donc vraiment, voilà. Ok, mais au moins vous avez l'exemple, et je vous conseille d'essayer de regarder les morphismes qu'il y a entre les indécomposables pour essayer de comprendre pourquoi on a ces blocs de Jordan là. Un dernier exemple, c'est ce triangle-là. Tous les sommets sont minuscules et tous les sommets donnent des catégories qui sont, enfin toutes les catégories CQM qui sont retrouvables de Jordan. Mais malheureusement, si je prends la représentation suivante, donc c'est un peu c'est l'exemple que j'ai donné. Hein, c'est l'exemple que j'ai donné. Ah, j'ai une faute de frappe ici, ça devrait être un K à la place du 3. Mais comme je l'avais expliqué, le YC peut être un morphisme non nul, et c'est à cause de ça que quand je fais un choix générique, je ne peux pas trouver un ouvert dense. Il va pas être dense l'ensemble que je vais regarder pour lesquels les éléments vont être isomorphes à X et qui vont avoir la même donnée de Jordan que ce qu'il y a ici. Donc vraiment, ok. Bon alors j'en arrive aux résultats principaux. Ok, donc je vais pas passer par l'épreuve, je pense que c'est pas la peine que je vous embête avec l'épreuve, mais juste histoire de vous énoncer un peu les résultats et les questions qu'il peut y avoir derrière tout ce que je vous ai raconté sur les épisodes précédents. Donc le résultat que je suis parvenu à obtenir pendant ma thèse, en tout cas pour l'instant pendant la thèse, sont les suivants. Donc le premier résultat concerne la caractérisation des catégories CQM qui sont canoniquement retrouvables de Jordan. Et les conditions sont purement combinatoires. Ok, donc là les conditions qu'on peut voir, ce sont des conditions combinatoires. Donc là la première condition, ça vous dit que on évite le fait d'avoir deux cordes qui partent par M, qui arrivent à des sommets peut-être distincts, mais il faut éviter qu'il y ait une flèche qui sépare les deux cordes et qu'on ne parcourt pas. Ok, parce que ça revient. En gros, je veux éviter, si je reviens un petit peu en arrière, je veux arriver à éviter la configuration que j'ai pu rencontrer ici. Parce que la configuration que j'ai rencontrée ici, c'est cette flèche-là, YC, qui pouvait être non nulle. Et je veux éviter ça. Donc pour éviter ça, il faut éviter que les deux cordes, là par exemple, les deux cordes que j'ai pris ici, malheureusement, il y a une flèche qui les lie entre les deux. Je veux éviter ça. D'accord? Donc la première condition, elle me dit, j'évite ça. Et la deuxième condition, c'est la condition 2B me permet de revenir au type A. Et la condition 2A, c'est une condition très 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 particulière et très restrictive, finalement. Et ça permet vraiment, enfin c'est quand même assez étonnant que ce soit aussi restrictif, mais c'est vraiment un peu, on va dire c'est un peu lié à la condition d'éviter, donc si je reviens un peu en arrière, ça permet d'éviter la configuration qui est ici. D'accord, ça permet d'éviter la configuration d'ici. Et ce que je suis en train de dire, c'est qu'à travers 2, soit je fais 1, 2, 4, soit je peux très bien avoir 3, 2, 4 par exemple. Au lieu d'avoir et j'enlève le 1, ou inversement, donc je peux faire 1, 2, 4 et j'enlève 3, ou alors je peux avoir 3, 2, 4 et j'enlève 1 avec la relation. Et voilà, donc je veux éviter cette configuration-là, et en fait la condition 2A, dire la condition 2, donner la condition 2 permet d'éviter ça. Voilà. Bon là j'évite, je vais passer l'esquisse de preuve. Si vous voulez jeter un œil par curiosité, vous pouvez, mais je vais éviter d'en parler ici. Et le deuxième résultat, c'est pour caractériser les catégories qui sont retrouvables de Jordan. Donc c'est-à-dire que j'enlève la canonicité. Et en fait, être retrouvable de Jordan, il faut pas beaucoup il n'y a pas besoin d'alléger énormément les conditions. La condition 2 doit toujours être respectée. Par contre, la condition 1 peut être un tout petit peu allégée. Et la condition 1 peut s'écrire de la manière suivante. Il faut éviter qu'il existe deux cordes distinctes qui partent du sommet M et qui arrivent au même sommet. Donc vraiment, c'est très très simple. Donc si je dessine les carquois, c'est vraiment très très simple de voir cette condition. Et pareil, l'esquisse de preuve, je vous l'évite, mais si vous voulez y jeter un coup d'œil, de toute façon ces diaporamas, vous pourrez les retrouver. Donc c'était l'exposé que j'ai donné à Amiens, d'accord, donc le 6 janvier 2022. Donc vous pourrez les retrouver sur mon site. Je remettrai peut-être un lien sur les slides en commentaire, ou enfin en description. Voilà. Bon, alors pour aller plus loin, il y a quelques questions qu'on pourrait se poser. Bon, bien sûr, vous n'allez pas tout comprendre de ces questions, mais je vais quand même les poser pour ceux peut-être qui ont vu cet exposé, qui ont plus de connaissances sur tout ça. Donc par exemple, une première question, ça serait de chercher à étendre le résultat
à des algèbres pour lesquelles on a aussi une espèce de combinatoire des cordes qui existe, donc notamment les algèbres de cordes et les algèbres quasi aimables. Donc là c'est pour ceux qui connaissent pas c'est pas grave, mais il faut savoir qu'il y a des algèbres pour lesquelles on peut aussi décrire les représentations à l'aide de cordes et de bandes, etc. Donc, ou alors en tout cas quelque chose qui est assez similaire. Bon, les algèbres quasi aimables c'est un peu plus compliqué, mais il y a des choses qu'on peut faire ici, donc on pourrait espérer, même si c'est pas très agréable de travailler avec ces algèbres là, mais voilà. Mais on peut s'attendre à des résultats similaires parce que quand même elles sont très restrictives. Donc une autre question qu'on peut se poser, c'est étant donné un cas quoi, quelles sont les sous-catégories de la représentation, enfin de la catégorie des représentations qui sont canoniquement retrouvables de Jordan. Donc vraiment essayer de caractériser toutes les catégories et ne pas se restreindre aux catégories CQM. Et pour cela j'ai une petite idée, j'ai une petite conjecture, et cette conjecture en fait revient pour le type A, revient essentiellement à éviter cette histoire de flèche que j'ai mentionné lors de l'exemple avec le triangle, etc. Je veux éviter cette configuration-là. Donc la conjecture ici dit qu'il faut éviter cette configuration-là. Et si on fait tout pour éviter cette configuration-là, alors on va avoir une catégorie canoniquement retrouvable de Jordan. C'est ça la conjecture. Donc ça avance assez bien, mais bon, enfin, on sait, enfin, c'est toujours pas très clair comment ça marche. Une troisième question, c'est essayer de traduire, parce que là tous les résultats que j'ai donnés s'écrivent en termes de cordes. On pourrait se demander si on pourrait pas l'écrire sous la forme d'un résultat en termes de théorie de représentation. Donc ça veut dire que je ne parle plus de cordes, mais je parlerai juste de morphisme entre les représentations, ou alors d'extension, on appelle ça. Donc là je ne vais pas en parler de ce que ça veut dire une extension, mais on pourrait parler d'extension entre des représentations, des choses comme ça. Donc bon, j'ai une petite idée, mais il faut explorer les choses. C'est loin d'être facile à faire, mais en tout cas si on arrive à répondre à cette question, peut-être que ça permettrait de répondre à d'autres questions plus facilement. Donc bon. Et enfin le lien, une des motivations importantes de la notion de retrouvabilité de Jordan, c'était d'essayer de appliquer ce qu'on appelle l'algorithme de RSK, donc Robinson-Chastain-Nuss. Cette application se fait dans le cadre des théories des représentations d'algèbre. Donc tout ce que je vous ai présenté c'est de la théorie des représentations d'algèbre, d'accord. Et cette correspondance c'est en fait une bijection entre des matrices à coefficients entières et des paires de tableaux de Young semi-standard ou des paires avec des partages, etc. Bon bref, c'est très très particulier, hein. Là je suis en train de sortir des mots trop évolués, mais c'est normal, là, j'arrive à la fin de l'exposé et on n'y comprend plus grand chose, c'est normal, mais à savoir que voilà, c'est une correspondance très intéressante qui pourrait avoir une certaine généralisation dans le cadre aimable, donc ça pourrait être assez intéressant et vraiment ouvrir des portes, donc voilà. Et comme il y a beaucoup de gens en combinatoire qui sont très intéressés par cette correspondance, bon bah ça paraît un peu logique de parler de ça, et voilà. Donc c'était la motivation intrinsèque, mais j'avais vraiment pas le temps d'en parler, comme j'ai dit, sinon il faudrait que je fasse d'autres épisodes, beaucoup plus d'épisodes que ce que j'ai fait là, et bon c'est pas la peine je pense que c'était pas la peine d'en parler ici. Bon voilà, alors je récapitule les idées et les quelques questions. Et puis voilà, donc on a terminé cet exposé. J'espère que ça vous a plu, hein. Donc au moins voilà, voilà à quoi peut ressembler un exposé de séminaire sur des recherches de telle ou telle personne. Donc je vais essayer juste de faire en sorte que vous me revoyez. Voilà, donc voilà à quoi ça ressemblait, à quoi ça peut ressembler un exposé de recherche sur tel ou tel domaine. J'espère, pour ceux qui ont essayé de suivre les épisodes précédents, j'espère que cet exposé vous a permis de bien tout remettre en ordre par rapport à tout ce que j'ai pu expliquer, et peut-être de vous faire mieux comprendre ce que j'avais expliqué, ou je ne sais pas, en tout cas au moins sur le fait d'avoir resurvolé tout ce qu'on a expliqué vous permet de mettre les choses un peu plus à plat. J'espère encore une fois que ce format de coin recherche vous a plu. Je vais mettre ce format maintenant un petit peu de côté. Il y aura certainement d'autres occasions où je ressortirai une nouvelle saison de coin recherche, parce que bon bah il n'y a pas que sur ça que je travaille, il y a plein d'autres trucs que je pourrais vous raconter, des choses sur par exemple des méandres, des choses sur tout ce qui peut être lié sur la combinatoire des mots, des choses sur l'analyse topologique de données, des choses
choses qui peuvent être liées à des groupes de coxétaires et des choses comme ça. Donc là, je lance les mots juste pour vous dire, oui, voilà, il y a plein d'autres types de domaines que je pourrais essayer de vous présenter en termes de coins recherche. Et utiliser un peu le même genre de format en faisant différents épisodes pour vous introduire les notions et puis à la fin terminer par un exposé et potentiellement un résultat qui est dû à moi et à un groupe de travail, lié à un groupe de travail qui est en cours ou qui est en fin c'est-à-dire qu'on aboutit à un article ou des choses comme ça. Donc on verra bien. Pour l'instant, je vais mettre ce format en pause. Je sais pas quand est-ce que je reprendrai des vidéos là-dessus. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ce type de format également vous a plu, que ça vous a un peu initié à ce que ça pourrait être un peu la recherche en mathématiques, même si bon voilà, c'est peut-être pas un domaine sur lequel on serait le plus à l'aise. Hein. Il y a plein de types de domaines dans lesquels on peut faire de la recherche, bien sûr. Mais voilà, je voulais juste vous initier un petit peu à ce qu'on pourrait rencontrer en recherche et j'espère avoir atteint ce but et j'espère aussi vous avoir un petit peu donné envie de suivre ce qui pourrait y avoir, de découvrir ce qu'il pourrait y avoir et puis voilà. Donc sur ce, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un commentaire si vous avez des questions, si vous avez des remarques concernant les vidéos, etc. Vraiment, n'hésitez pas, ce sera avec grand plaisir que j'y répondrai, etc. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous pensez qu'il y a d'autres camarades qui pourraient être intéressés par ce type de format. Et puis évidemment par tous les autres vidéos, tous les autres types de vidéos qu'il y a dans la chaîne, c'est-à-dire les exos de colle et les petits exos de colle. Et puis peut-être d'autres points de recherche qui se feront, bien sûr, mais voilà, pour l'instant c'est en pause. Et puis voilà, sur ce, portez-vous bien et on se retrouve très vite pour les prochaines vidéos, donc notamment 2 petits exos de colle et d'exos de colle à suivre pour cette semaine. Voilà, portez-vous bien et à très bientôt. Salut!